Mercredi 25 septembre 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, les candidats au communal issus de la plateforme IRMAR dans le district d'Atsimjan se déclarent prêts à apporter le développement au niveau de chaque commune. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 40 candidats sont venus déposer leur dossier auprès de l'OVEC d'Atsimjan. Reportage sur les images de Ansar Khazanarville. À l'OVEC d'Atsimjan, plus de 40 candidats ont déposé leur dossier de candidature jusqu'à aujourd'hui. En général, tous les dossiers apportés par les candidats étaient complets selon les responsables. Le district d'Atsimjan compte 26 communes et toutes les communes ont déjà des candidats au communal. Les dossiers sont minutieusement examinés avant le dépôt pour éviter les allers et retours ainsi qu'un éventuel rejet selon les informations. Le candidat issu de la plateforme IRMAR dans la commune de Bungatsar, Dadaris, fait partie de ceux qui ont soumis leur candidature ce jour à l'OVEC aux 67 hectares. Il estime qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette commune. Outre Dadaris, Rakutnirina Alain, candidat de l'IRMAR dans la commune de Soualan, dit Ankadvourbé, a également déposé son dossier de candidature. Ces derniers qui sont tous convaincus et partagent le même avis que seule la coopération avec le gouvernement permettra de développer rapidement leur commune, raison pour laquelle ils ont choisi d'intégrer la plateforme IRMAR. La présidente de la délégation spéciale d'Antananarivo, Arlala Ramadantsou, a effectué aujourd'hui une visite à Ndjalanch. L'objectif étant d'examiner le mode de planification, d'organisation et de gestion des déchets dans ce lieu. L'objectif de la fermeture complète de cette grande décharge d'Antananarivo. Reportage signé Mervoula Sferen et Braz Denilson. Cette décharge d'Ndjalanch date déjà de 58 ans. Pendant cette période, la population a continué de croître et la quantité de déchets a également augmenté, atteignant les 1500 tonnes par jour. Désormais, la décharge d'Ndjalanch ne peut plus accueillir davantage. La commune urbaine d'Antananarivo est actuellement en train d'établir une stratégie de planification, d'organisation et de gestion des déchets à travers la SMA et ses partenaires à travers le projet Gestion des déchets, GESTA, en collaboration avec le JICA. La fermeture progressive de cette décharge est l'objectif. Il s'agit d'un projet conjoint à grande échelle entre la municipalité et les entreprises privées qui se concentrera sur la conversion de plus de 2 mètres cubes de méthane collecté à partir des déchets entassés à Ndjalanch qui pourront être convertis en gaz biométhane, un projet qui permettra de préserver la santé de la population, la propreté de la ville ainsi que l'environnement. Dans le cadre de la fermeture de la décharge d'Ndjalanch, l'utilisation de la technologie japonaise Fukuoka permet de contrôler la production de méthane. Lors de cette visite à Ndjalanch aujourd'hui, la PDS d'Antananarivo a exhorté la population de la capitale pour le maintien de la propreté de la ville en commençant par chaque ménage en faisant le tri des déchets organiques et des déchets plastiques. Ensuite, Korean Food for the Hungry International a octroyé $100 000 pour la commune urbaine d'Antananarivo pour mettre en œuvre le projet Child Focused Community Transformation. Ce projet qui durera 10 ans est désormais opérationnel dans 3 arrondissements de la capitale. Le but étant de donner un maximum de soutien direct et significatif aux enfants dans les 1er, 2e et 5e arrondissements. Ainsi, le projet se focalise sur divers secteurs dans l'éducation, la santé, les moyens de subsistance et la réduction des risques et de catastrophes naturelles afin d'améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables. De son côté, la commune urbaine d'Antananarivo s'occupera de l'éducation citoyenne ainsi que la prise en charge de la consultation médicale pour les familles vulnérables et pour les élèves au niveau des écoles primaires publiques dans la circonscription d'Antananarivo. Dans un tout autre sujet, 90% des maisons construites à Antananarivo ne suivent toujours pas les progrès selon les experts en construction immobilière. Beaucoup ne respectent pas non plus les normes, toujours selon les explications. Ainsi, tous les professionnels de l'immobilier se retrouveront à la zone forêt Lotin Zoubet du 24 au 27 octobre pour le Salon international de l'habitat. Rousrissel Rakutmelal sur les images de Yves Janel. 90% des maisons à Antananarivo sont encore en briques. Cependant, la technologie évolue et désormais, il existe de nombreux autres matériaux qui peuvent être utilisés pour en fabriquer, écologiques et durables. On le sait très bien,
la construction de maisons à Madagascar est quand même assez retardée par rapport, déjà si on compare par rapport à nos îles voisines. Donc, nous ramenons une nouvelle technologie de construction qui n'est plus en briques, voilà, qui va du coup diminuer grandement le coût de construction de maisons. Donc on va ramener une nouvelle technologie qui va apporter certains avantages comme l'isolation phonique, l'isolation acoustique et surtout avec les conditions climatiques à Madagascar, une protection avec une résistance au vent à plus de 300 km à l'heure. Très accessible, comme je viens de préciser tout à l'heure, donc accessible à tout le monde. Donc, comme nous ramenons cette nouvelle technologie à moindre coût, comme je disais tout à l'heure, donc tout le monde peut en bénéficier, même ceux qui ont un niveau de vie moyen, on va dire. Cette société et les services qu'elle propose seront disponibles lors du Salon international de l'habitat. En plus de la vente de matériaux pour la maison, de nombreuses formations et activités seront également proposées durant les 4 jours. De manière générale, je pense que c'est des plateformes d'affaires évidemment pour les entreprises pour qu'elles puissent se faire connaître, vendre plus de produits, atteindre le maximum de visibilité pendant 4 jours. Donc c'est une plateforme de vente, c'est une plateforme d'affaires, mais c'est aussi une plateforme d'intelligence collective qui va beaucoup plus loin que des entreprises individuelles. C'est-à-dire que les entreprises vont peut-être mieux vendre, se faire connaître. Ça va promouvoir leur croissance interne, elles vont plus vendre par la suite. Et ça, il y aura un effet, on va dire, positif, un cercle vertueux sur l'économie malagasy de manière générale, parce qu'il y aura eu des échanges avec d'autres professionnels. Les gens auront pu rencontrer d'autres personnes qui vont également les aider. Donc en fait, je dirais que c'est vraiment un effet vertueux qu'il y aura sur toute l'économie. Environ 15 000 visiteurs sont attendus et plus de 100 stands exposeront lors du 26e Salon international de l'habitat qui se tiendra du 24 au 27 octobre aux Andes Forelo Tanzumbatu. Et les 2 journées consacrées par l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République, Miali Radzouel, et la fondation Akbar Ali, à la sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus sont achevées ce jour. Environ 70 filles, femmes et mères ont répondu à l'appel et ont été encouragées et informées que même si le cancer du sein est la première maladie qui tue les femmes malgaches et que le cancer du col de l'utérus est une maladie courante qui touche de nombreuses femmes, elles peuvent être guéries une fois détectées. Dans le cadre de cette campagne et pour marquer l'Octobre Rose, comme chaque année, l'association FITI et la fondation Akbar Ali organiseront les 2 et le 3 octobre prochain des dépistages gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus au Centre spécial de lutte contre la violence à Mamas. Et 15 techniciens issus des laboratoires et centres hospitaliers de Madagascar bénéficient de formations sur la recherche de parasites de paludisme appelés Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, une formation dispensée par le CNARP au Centre national d'application des recherches pharmaceutiques en partenariat avec le Pan-African Vivax Oval Network et appuyée par l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. La formation se fera au laboratoire de recherche en sciences de la santé et alimentaire de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo et durera 2 semaines. Reportage signé Naté Rakutmav. Le parasite Plasmodium falciparum est le plus souvent connu et très fréquent dans le pays, causant le paludisme et peut être traité facilement. Pourtant, d'autres parasites causant le paludisme existent qui restent difficiles à traiter. Il s'agit des parasites Plasmodium vivax et Plasmodium ovale. Ces plasmodiums restent dans le foie et causent la répétition mensuelle ou bimensuelle du paludisme. Ils sont vus dans 11 districts du pays et pour les éradiquer, ils nécessitent des traitements spécifiques. Ces 2 espèces, bien que moins fréquentes, représentent des caractéristiques uniques qui complexifient leur diagnostic et leur prise en charge. Dans ce contexte, le renforcement des capacités de diagnostic devient un enjeu capital. Un diagnostic précis et rapide est essentiel pour une prise en charge adéquate des patients et pour la mise en place de stratégies de contrôle et d'élimination du paludisme. Plus largement, ce genre de formation est toujours un pas de plus vers l'atteinte des ODD 3, bien-être et santé. Pour pouvoir éradiquer ces types de parasites du paludisme, le CNARP, au Centre national d'application des recherches pharmaceutiques, a dispensé une formation à 15 techniciens travaillant dans les laboratoires des centres hospitaliers de la Grande Île, où l'on trouve des cas fréquents de cette maladie,
Les techniciens de l'ESPA et de la faculté des sciences de Fenaransu, de la faculté de médecine de l'université d'Antananarivo et du LA2M. Des professionnels de santé et des jeunes ont été spécialement sélectionnés pour cette formation afin de pouvoir relier la recherche à l'application et transmettre et renforcer leurs compétences selon les explications. Les participants de cette formation sont venus des centres hospitaliers de Mavatana, Yussi, Yantfazu, Falafangan, Fangainjan, Tulial, Mandutu, Tsurul Manditi, de Anjanzatu, Ifanadine, Maatsang, et des chercheurs et des techniciens également, la deuxième, l'université d'Antananarivo et LR2SA. Le fait que cette formation soit le fruit d'une collaboration étroite entre la recherche et le ministère de la Santé publique est particulièrement encourageant. C'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie et que nous créons des ponts entre la théorie et la pratique, entre la découverte scientifique et son application sur le terrain. Pendant les 2 prochaines semaines, vous allez acquérir des compétences avancées dans le diagnostic du Plasmodium vivax et du Plasmodium ovale. Ces espèces, bien que moins fréquentes que le Plasmodium falciparum, représentent un défi unique et souvent sous-estimé dans notre combat contre le paludisme. Votre expertise renforcée sera un atout inestimable pour améliorer la détection et le traitement et à terme l'élimination de ces parasites. Le CNARP collabore avec le Pan African Vivax Oval Network ou PAVON et appuyé par l'Organisation mondiale de la santé ou OMS dans cette formation de techniciens de laboratoire. La formation et le renforcement de capacités durera 2 semaines au laboratoire LR2SA de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo ou ESPA et a été officiellement ouvert hier. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Liban, une frappe israélienne a touché ce mercredi 25 septembre Maïsara, un village à majorité chiite de la montagne majoritairement chrétienne, à une trentaine de kilomètres au nord de Beyrouth, hors des bastions du Hezbollah. Elle a fait 3 morts, selon le ministère de la Santé libanais. France 4. Une frappe sur Binjbeil qui apparemment a cherché à éliminer un haut responsable du Hezbollah. C'est devenu monnaie courante depuis plusieurs jours, depuis la mort d'Ibrahim Akil qui était considéré comme le numéro 2 du Hezbollah. Mohamed Ibrahim Kobeissi lui aussi a été tué par une frappe. Lui était en charge des missiles et des roquettes. Cette frappe sur Binjbeil, eh bien, c'est une frappe au nord de Beyrouth. Nous on se trouve du côté de Djiyeh. Ici c'est une frappe qui a retenti dans la soirée d'hier, une déflagration énorme. Les Israéliens disent avoir voulu viser un dépôt d'armes. Ici, on nous parlait plutôt de la proximité d'une station-service. Clairement, l'intensité des frappes est évidemment très importante dans le sud, mais le nord n'est pas épargné. On a croisé une famille, en effet, sur la route qui s'arrêtait, exténuée. 2 femmes et 2 enfants. Les hommes sont restés derrière. Une personne âgée qui était extrêmement fatiguée. Elles ont réussi à quitter la zone. Sur leur chemin, une frappe a éventré la route qu'ils empruntaient. Elles ont dû faire un immense détour. Ce soir, elles ont fini par trouver un lieu où s'abriter. Ça sera évidemment un lieu provisoire où s'entassent déjà 4 autres familles. Des familles comme celle-là, on en a croisé beaucoup. Pour vous dire 2 mots de l'atmosphère à Beyrouth, eh bien, c'est toujours un peu la psychose et l'angoisse. Sur les réseaux sociaux, on parle évidemment de tout ce qui se passe et des rumeurs sont largement répandues sur les réseaux sociaux, notamment une rumeur qui évoquait qu'après cette tentative de frappe du Hezbollah sur le QG des services secrets israéliens, du Mossad, eh bien il allait s'abattre un déluge de feu sur Beyrouth. Des informations comme celle-ci, les gens les colportent, les partagent et ça contribue évidemment à une paranoïa toujours plus grande, une inquiétude qui gagne tous les esprits, même dans les quartiers qui pour l'instant sont épargnés par les violences. Ensuite, les tirs se poursuivent toujours entre Israël et le Hezbollah libanais. Un kibboutz dans le nord d'Israël a été visé par des roquettes lancées depuis le sud libanais. France 4.
Oui, en effet. Alors, la ville de Naharia se trouve à seulement 10 km de la frontière avec le Liban. Nous étions en train de tourner un reportage sur cet hôpital quand il y a eu une alerte. Alors, pendant qu'il y a eu cette alerte, nous nous trouvions dans le service de néonatologie qui se trouve en sous-sol. Nous étions donc déjà à l'abri, mais pendant cette alerte, pendant cette attaque, eh bien, des roquettes ont été tirées depuis le sud Liban sur le nord d'Israël et un kibboutz qui se trouve donc juste à côté de cet hôpital a été visé. Il s'agit du kibboutz de Sahar, un kibboutz à quelques minutes en voiture. Et nous avons vu, en effet, une fois que nous sommes sortis du service de néonatologie, nous avons vu les blessés arriver. Il y a au moins 3 blessés, dont 2 que nous avons vus arriver. 2 de ces blessés avaient des blessures à la tête. Ils ont été vraiment envoyés en quelques minutes ici. Il faut savoir que cet hôpital fonctionne depuis le 7 octobre en sous-sol. Ça a été le premier hôpital, en fait, il y a plus de 20 ans, à aménager ces sous-sols pour pouvoir accueillir ces patients en cas de guerre. Et c'est ce qu'ils nous ont expliqué. En fait, à partir du 7 octobre, ils ont d'abord décidé de mettre en place et de déplacer le service de néonatologie, puisqu'il y a ces bébés prématurés qu'il fallait les mettre le plus vite possible à l'abri. Et il est vrai aussi qu'on a pu constater tout à l'heure, quand nous étions là, qu'ils ont fait en fait un exercice d'urgence, puisqu'ils procèdent à ce genre d'exercice très régulièrement, pour encore une fois être prêts en cas d'attaque majeure, pour pouvoir accueillir ici tout le temps des blessés. Et on a vu en effet qu'ils sont extrêmement bien organisés. Tous les soignants, tous les docteurs savent exactement où est-ce qu'ils doivent aller, à quel moment ils doivent aller et à quoi ils serviront en cas de grosse attaque. Et l'Ukraine affirme détenir un territoire dans la région de Koursk en Russie, dont elle s'est emparée il y a 7 semaines lors d'une offensive surprise sur le territoire russe. Dans le cadre de ce que le président Zelensky appelle son plan de victoire, l'Ukraine espère obtenir un levier important en intensifiant la pression militaire sur Moscou. Reportage sur les images de France 24. À bord de ce véhicule blindé de l'armée ukrainienne, nous avançons à vive allure vers un territoire dont elle s'est emparée il y a quelques semaines. Nous sommes amenés par l'armée ukrainienne dans le Koursk, une région de la Russie que l'Ukraine occupe depuis le début du mois d'août, quand ils ont monté une incursion éclair qui a surpris de nombreux alliés de l'Ukraine. Sur la route, ces panneaux de signalisation en russe. Et au loin, des panaches de fumée, signe de combat toujours en cours. L'armée nous amène dans 2 villages de Koursk. Pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à les nommer. Nous croisons une poignée d'habitants venus récolter des colis alimentaires, malgré l'hostilité à l'égard des troupes ukrainiennes. Poutine как Poutine. Я скажу, он молодец у нас. Очень молодец. Я за него ничего не могу сказать плохого. Он молодец. Он знает, что он делает. Тогда возьмите нас, вот поставьте в ряд и расстреляйте нафиг. И что? И все. Раз мы виноваты. Мы знаем, весь мир... Oleksiy est commandant dans l'armée ukrainienne. Il est en charge de surveiller la population russe. Il tente de les convaincre de la réalité de la guerre menée par les Russes en Ukraine. Россия показывала освобожденный якобы населенный пункт. Там вообще ни одного двора не осталось. В Бахмуте, в других городах Украины, там, где побывали россияне. Вывезли уже. То же самое было в Киевской области. Ирпень, Буча. В руках Украины? Нет, это неправда. Неправда? Нет, это неправда. Ну, давайте дальше. Справа в тім, що на протязі 20 років російське населення просто потерпало від російської пропаганди, від дуже великої кількості, будемо казати, брехні, яка вливалась в уха, в розуми цих людей. Le président Zelensky affirme que l'Ukraine a pris plus de 1300 km² de terrain. La Russie dispute ces chiffres, mais ce qui est clair, c'est que l'Ukraine est présente dans plusieurs villages comme ceci. La situation reste très instable, comme nous entendons avec des tirs aux alentours, pas très loin.
Oleksiy nous amène voir les dégâts causés par les combats en cours. Сюди прилетіло на минулому тижні. Ми приїжджали сюди, коли ще тут не горіло, але ще диміло, будемо казати. Що стосується населених пунктів, де знаходяться українські військові, то обстріли відбуваються постійно. Ми сьогодні навіть в Суджу не їдемо, тому що там дуже велика активність FPV-дронів. Nul ne sait combien de temps l'Ukraine sera capable de tenir ce territoire. Les Russes se concentrent dans la zone pour reprendre le Koursk. L'Ukraine espère que cela affaiblira son ennemi sur les autres lignes de front. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et après cette édition, vous allez suivre la série Dynastie. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.